ravi de vous accueillir dans ce nouveau rendez-vous d'actualité d'Arc Info, une autre manière de découvrir des thématiques qui vous concernent, qui vous engagent et donc qui nous engagent également. Conscient de la chose qui nous est donnée d'avoir un tel centre de performance ici à Neuchâtel, Arc Info a souhaité travailler avec le Centre international d'études du sport dès l'automne passé. Nous avons eu quelques réunions et très vite, la mayonnaise a pris, comme on dit. On s'est très bien entendu et très vite. Nous avons convenu de rendez-vous mensuels par écrit dans le cadre d'une rubrique qui s'appelle « Le pourquoi du CIES ». Vous l'avez peut-être déjà vu dans nos colonnes. Et puis nous nous sommes mis d'accord sur différents rendez-vous en live, comme ce soir, avec vous tous, pour débattre et réfléchir à une question en particulier. Nous prévoyons 3 ou 4 événements de ce type par année. Le prochain devrait s'inscrire juste avant l'été, le suivant à l'automne. Ce soir, nous sommes donc réunis pour débattre du football roman et tenter de lui donner un petit peu plus de couleur que ce qu'il a aujourd'hui. Mais avant d'entrer dans le sujet proprement dit, je vous demande d'accueillir M. Vincent Schatzmann, secrétaire général du CIES, qui souhaite lui aussi vous adresser un mot de bienvenue. Merci beaucoup Raphaël. Mesdames, Messieurs, cher public, le mot de bienvenue sert toujours à faire venir les retardataires et comme il n'y a pas simplement de bouchons ce soir à Neuchâtel, donc je vais essayer de faire entre les deux, entre long et court. Au nom du CIES, j'aimerais vous remercier chaleureusement d'avoir répondu. Allô? Ah, d'avoir répondu positivement à notre invitation de ce soir, à cette table ronde organisée en collaboration avec le média Arc Info. Comme vous le savez peut-être, le Centre international d'études du sport a été fondé il y a de ça passablement de temps, en 1995, par 4 entités, et non des moindres, la FIFA, l'Université de Neuchâtel, le canton et la ville de Neuchâtel. Aujourd'hui, le Centre international d'études du sport, aussi appelé CIES, compte environ une vingtaine de collaborateurs basés dans notre siège du Palais du Pérou, ici à Neuchâtel, et est actif notamment dans la recherche en matière de sport, tant dans la recherche fondamentale que dans la recherche appliquée. Et d'ailleurs, vous connaissez peut-être notre observatoire du football qui est relativement bien relayé ou médiatisé dans les médias suisses et européens. Ce n'est pas tout, le CIES est également actif dans la formation en matière de management du sport, la formation en matière de droit du sport, la formation en matière de gouvernance du sport. Et pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le CIES organise une vingtaine, entre 20 et 25 programmes de formation en Suisse et autour du monde, à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau certificat, diplôme, mais également master. Une des missions du CIES depuis sa création, c'est de servir de plateforme de débat, de plateforme d'échange, de plateforme de réflexion. Et cette table ronde de ce soir s'inscrit parfaitement dans cette mission. À cet égard, j'aimerais remercier les intervenants qui sont là ce soir, et tout particulièrement, j'aimerais chaleureusement remercier les présidents des clubs romans qui sont là aujourd'hui et qui nous ont fait l'amitié de venir jusqu'à Neuchâtel. Parce que c'est eux les acteurs clés, c'est eux les acteurs majeurs de ce football roman, c'est eux qui, passez-moi l'expression, qui mouillent leur maillot, qui ne comptent pas ni leurs heures, ni leur argent, pour que le football roman existe dans notre belle région de Romandie. Donc merci à eux, merci à vous, et au plaisir de vous retrouver pour ce soir au traditionnel apéritif post-table ronde, et puis j'espère pour d'autres événements du CIES. Bonne soirée, à bientôt. Merci Vincent. Où sont passés donc les Servettes et les Lausanne d'antan, les Xamax et les Sion, champions de Suisse? Que s'est-il passé pour que depuis plus de 20 ans, aucun club roman ne parvienne à s'imposer devant les Young Boys, les Bâle, les Zurich? Que se passe-t-il pour que nous, les Romans, soyons désormais des spectateurs des victoires alémaniques, à l'exception de la Coupe Suisse, vous en conviendrez, Christian Constantin? Avant de recevoir sur cette scène nos 3 présidents, 2 présidents et un directeur général, pour être tout à fait précise, je vous propose de faire un graphique historique chiffré et daté en compagnie d'un ponte du football suisse. Merci d'accueillir très chaleureusement Raphaël Colli, directeur de l'Observatoire du football au CIES. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux. Ça prouve quand même que ça veut dire encore quelque chose, ce foot en Suisse romande, malgré ce que je vais vous présenter maintenant. Voilà. Le football romand est une histoire récente. Je remercie mon collègue Roger aussi qui m'a aidé à préparer ces quelques chiffres. Vraiment, c'est une introduction générale, mais voilà, elle est assez parlante, je crois. Nombre d'équipes romandes sacrées championnes de Suisse par décennie. À partir des années, donc depuis le début du championnat. Les années de gloire des années 30, avec Servette notamment, Karl Rappan, avec le début du professionnalisme en Suisse. 6 victoires sur 10 années, pas mal. Encore quand même 4 victoires dans les années 90. 0 victoire, voilà, 2000-2010. Déjà ça veut peut-être dire quelque chose. Le nombre moyen d'équipes romandes engagées en Super League, il y a une embellie donc, de la Super League a été créée en 2003. On a 12 années de recul maintenant. On a divisé ça en 4 périodes de 3 années, ou plutôt plus que ça, c'est 4 périodes de 4 années plutôt. Donc il y a une embellie entre 2011 et 2014, il y a eu quand même en moyenne 2,5 équipes sur 10, 25%, ça correspond plus ou moins, on va dire, à la taille de la Suisse romande en Suisse. Et 2015-2018, de nouveau, ça a baissé 1,77 équipes en moyenne par saison en Super League. Donc là aussi, le rang moyen aussi, il n'y a pas beaucoup d'équipes, on l'a vu. Le rang moyen entre les autres, Suisse alémanique surtout, il y a Lugano aussi, et les romans, le rang moyen, on voit bien qu'il n'est pas non plus folichon. On va dire 7e place sur 10 en moyenne, voire 8e entre 2011 et 2014. Moyenne de points par match, voilà, ça reflète le rang. C'est aussi là, on voit quand même un certain déficit, non seulement en quantité, mais aussi en qualité, entre les romans et les Suisses alémaniques, notamment, voilà, 1,12 points. Donc voilà, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent non plus à ce niveau-là. Équipe romande les mieux classée en Super League par saison. Merci FC Sion quand même. Il y a beaucoup de rouge. Mais bon, voilà. Meilleure place, 4e, 2016-2017. Il faut remonter le dernier podium, Sion, 2006-2007. Servette. Vous voyez pourquoi Lausanne n'est pas là. Non, c'est pas vrai. C'est que ils n'ont juste pas répondu à notre invitation. Mais ils ne sont pas là non plus. Voilà, maintenant, allons dans le détail. Quelques autres types de statistiques, provocatrices évidemment, pour lancer le débat. Ça, c'est l'âge moyen sur le terrain, cette année en Super League. On voit bien que, ça, on se concentre sur Neuchâtel Xamax, équipe voilà, relativement âgée, ou on pourrait dire expérimentée pour être positif. De l'autre côté, il y a quand même grâce au père. Peut-être qu'au final, on espère quand même que l'expérience va gagner sur la jeunesse. Il y a quand même 5 années d'écart en moyenne sur le terrain. L'obsession, plutôt une politique axée aussi sur des joueurs relativement jeunes. On pourra en parler sans doute. Est-ce que tout cela, ça a été planifié ou c'est finalement le fruit du hasard? Je ne pense pas. On parle du FC Sion, on parle toujours aussi des changements d'entraîneurs. Ici, ce n'est pas les entraîneurs, c'est plutôt les joueurs. La permanence moyenne des joueurs dans la première équipe du club. On voit quand même là Xamax, une équipe stable. C'est peut-être en lien aussi avec l'âge relativement avancé des joueurs. Mais voilà, un bloc de joueurs assez en moyenne présent depuis presque 3 ans. Le FC Thun, voilà, on voit aussi peut-être une des raisons d'une certaine planification, Young Boys. De l'autre côté, de nouveau grâce au père, moins d'une année en moyenne des joueurs dans le club, c'est vraiment beaucoup de tournus. Sion aussi, c'est ça la question, trop instable, 1,6, bon cette année, par rapport aux autres clubs, c'est pas, on va dire, catastrophique ou en tout cas très différent.
Nombre de joueurs utilisés lors des 10 dernières saisons, on a pris les clubs de 31 championnats de première division européen, donc des clubs qui ont toujours été en première division. On voit Genoa qui a 189 joueurs utilisés en championnat, mais on voit quand même aussi là 2 clubs suisses qui sont aux avant-postes dans ce classement, le FC Sion et Grasshopper. Et j'ai mis exprès, on a mis exprès les valeurs minimales parce que c'est vrai qu'on voit quand même un certain nombre de gros clubs, dont le Paris Saint-Germain et Manchester City, dont on parle beaucoup évidemment par leur transfert faramineux. Évidemment, c'est plus des transferts liés à une qualité des joueurs qu'on va amener dans l'équipe plutôt que dans la quantité, parce que ça fait partie, comme Barcelone, Bayern Munich, Real Madrid aussi, Mönchengladbach, Arsenal, Leverkusen, on voit quand même Tottenham, Dortmund, plutôt des grosses équipes qui, en fait, même si on parle beaucoup dans les médias par rapport à leur transfert, ne utilisent finalement pas beaucoup de joueurs et ils misent plutôt sur une certaine forme de stabilité. Mais on pourra discuter aussi, est-ce qu'un club suisse peut véritablement être stable dans la mesure où on sait que dès qu'un joueur performe bien, il est très vite courtisé par des équipes de plus haut niveau, ce qui n'est pas forcément le cas des joueurs de Barcelone ou de Bayern. Pour finir, voilà, on n'a pas toutes les données démographiques sur Servette parce qu'ils ont été rarement, ils ne sont pas en Super League et nous on étudie surtout les premières divisions. Là on a fait un calcul qui voilà, est un peu très théorique. On a regardé l'affluence théorique selon la taille de l'agglomération. En Suisse, en moyenne, pour un club de Super League, depuis la création de la Super League, on a 50 spectateurs pour 1000 habitants. On a regardé, on a projeté, est-ce que s'il y avait cette moyenne partout, combien de spectateurs en moyenne y aurait-il dans les stades? Il y aurait 4600 spectateurs à Axamax, on parlait avec le président Bingley, on est quoi, 5300 cette année. Ça correspond plus ou moins à ce qu'on observe. À Sion, il y aurait 4500 spectateurs, c'est moins que ce qui est annoncé comme chiffre. Mais ce serait une affluence moyenne si on prend en compte la popularité du football moyen en Suisse. Et là, on axe plutôt sur Lausanne et Servette, agglomération bien plus peuplée. Et du coup, à Lausanne, si on avait un taux moyen de se rendre au stade, on aurait 21 000 spectateurs en moyenne, admettons aussi qu'on soit en Super League. Et à Genève, on aurait un stade de la Praille plein à 30 000 spectateurs. On voit bien que Bâle fait 20 000 spectateurs de moyenne. Selon la projection, c'est très proche des chiffres réels. Servette, avec une taille d'agglomération similaire à celle de Bâle, pourrait prétendre, et je dis bien pourrait, s'il y avait la même passion pour le football, à un stade de 30 000 personnes bien garni. Et pour conclure, voilà, j'ai pris le classement sur Wikipédia de la LNA à l'époque 98-99, ça fait 20 ans effectivement depuis le dernier titre, et Servette avait gagné. Lausanne était troisième, il n'y avait pas le FC Sion, c'était encore la formule à 8 équipes en tour final. Xamax était sixième, je pense qu'on signerait cette année tous pour une sixième place, évidemment. Et donc la question, est-ce qu'on pourra revoir dans un avenir proche autant de clubs romans bien classés en Super League? Que peut-on attendre les 20 prochaines années? Merci. Très bien. Pour en parler plus en détail, je prie d'accueillir sous un tonnerre d'applaudissements M. Constantin Georges, directeur général du Servette FC. Il remplace au pied levé Didier Fischer, qui a été empêché ce soir. Aujourd'hui, c'est Servette qui mène le bal en Challenge League. Constantin Georges est aux commandes d'un club qui a passé de Caribe en Sicile depuis le début du siècle. Aujourd'hui, il remonte la pente gentiment. Il nous expliquera comment et pourquoi ça marche. Bienvenue. Je vous prie de recevoir maintenant l'homme qui fait du football un show à lui tout seul, M. Christian Constantin.
si c'est ce qui sauve le FC Sion, en tout cas en coupe, mais également dans le classement de Super League. Enfin, merci de faire une ovation à l'homme qui a repris sur un coup de folie Neuchâtel-Xamax en 2012, M. Christian Davy. Ce début 2019 a montré les limites d'un système presque amateur, en tout cas familial. Bienvenue, Christian. Il nous expliquera ce qui manque peut-être à Xamax pour redevenir le grand Xamax des années 80 ou 90. Prenez place seulement à côté de Raphaël Lepoli. Voilà, tout le monde est là, de Christian, de Constantin, de Raphaël, c'est un plateau inédit. Christian, Constantin, que peut-on attendre du football ces 20 prochaines années pour rebondir sur la question de tout à l'heure de Raphaël Lepoli? Je me fais dire pour ça. Notamment. Ben, ça. Comment on peut dire ce qui va se passer dans la... Très objectivement, il faut regarder un petit peu, enfin les statistiques, c'est mieux là. Donc il faut regarder un petit peu les statistiques que Raphaël a faites. Mais dans ces statistiques, par exemple, il dit qu'une année on peut enlever 36 points, et puis ça peut modifier un petit peu les armes. Donc les statistiques disent ce qu'ils veulent bien dire, avec raison. On s'aperçoit quand même que, qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, les trophées vont essentiellement dans les régions économiquement fortes. Ils sortent pour prendre sur les 20 ans comme sur les 85 ans de la première division, à l'exception des années 90 où Bâle n'existait pas, où IB n'existait pas, où Zurich aussi était en deuxième division. Donc c'était... Mais on voit quand même que le siècle dernier, il y a eu des clubs romans, champions suisses. Là, ça n'arrive plus. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on en arrive là? À partir d'un certain moment, tu as la Champions qui arrive, tu as Bâle qui peut faire un budget de 100 millions pendant que les autres arrivent péniblement à 20 millions. Et puis cet argent de l'Europe, cet argent des transferts change complètement. Alors prenez un exemple tout con. 97, on fait le titre, on joue Liverpool. Le Liverpool qu'on joue, nous on a une quinzaine de millions de budget, le Liverpool a 50 millions, 35 millions de différence. L'année passée, l'année d'avant, on joue Liverpool. Nous on a 22 millions de budget, Liverpool 700 millions de budget. Donc c'est 730 millions de différence en 20 ans. Donc à certains moments, quand tu prends cette direction-là, c'est évident qu'il faut trouver d'autres chemins pour essayer de s'en sortir. Alors après, évidemment, tu peux revenir à l'utilisation des joueurs. Alors c'est plus juste de mettre l'utilisation des joueurs. Mais quand je me fais piquer Eddie Milson, quand je me fais piquer Konaté, quand je me fais piquer Akolo, quand je me fais piquer Lacroix, quand je me fais piquer Sierro dans ces années-là, c'est compliqué d'avoir de la stabilité. Et ça ne sert pas d'encaisser 50 millions dans le club. Ouais, c'est ça. Donc le problème, on a le problème des petits. Vous voyez bien que nous, on a une agglomération, on a 4000 personnes de moyenne par match. On en fait le double parce qu'on en peut plus, parce qu'on est différent certainement. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Donc on a des pauvres. Et 3 pauvres, ça fait pas beaucoup de riches. Question d'Alger. Vous êtes assez récent dans le milieu du football. Pourquoi avoir envie de se lancer dans un tel contexte finalement et puis dans une conjoncture complexe? En disant, pour nous le problème était simple, c'est que vous mettez il y a 6-7 ans, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus de Neuchâtel-Xamax. Quand on est remonté, on a gravi, on a construit, on n'a peut-être pas tout à fait tout structuré comme on devrait, mais comme on devait. Et disons, on a eu le temps qui a parlé aussi pour nous, parce que ce Neuchâtel, il est revenu en Super League. Hier soir, je disais encore, c'est un miracle d'avoir une équipe en Super League, la Neuchâtel, avec un budget de 8 millions. Si Christian est pauvre, moi je crois que je suis au social au niveau du football. Voilà où on en est. On voit quand même que les résultats sont liés avec l'argent, avec ce qu'on peut avoir dans nos caisses. On le voit au mercato d'hiver, on le voit n'importe où. Chez nous, on compte au milieu de la semaine, si je veux faire manger les joueurs un jour à midi, eh ben non, on va peut-être aller manger à la COP, parce que si on fait manger par les 500, ça va nous couper tout. On est structuré, on ne dépense pas ce qu'il faut plus, mais on a aussi le classement qu'on mérite avec l'argent qu'on a. Je crois que
Si on nous donne 2-3 millions de plus, on va sûrement aussi monter les étages. Constantin Georges, vous avez repris Servette avec Didier Fischer en 2015. Après tous les déboires du club, depuis 20 ans maintenant à Servette, on vous a sans doute déconseillé, non? Il y a des gens qui sont venus vous dire c'est de la folie, n'y va pas. Alors en ce qui nous concerne, c'était un petit peu le contraire. On a fait appel à nous parce que nous étions du cru, nous étions genevois, et que les déboires du Servette avaient été liés en partie, je dis bien en partie, à la présence de dirigeants qui étaient peut-être là plus pour leurs intérêts personnels que pour l'intérêt de la collectivité et puis pour l'image du canton. Donc la raison pour laquelle nous nous sommes lancés dans cette entreprise était beaucoup pour répondre à des attentes qui avaient été déçues pendant une quinzaine d'années, autant de nos supporters, et avec le club, avec l'historique de Servette, on peut comprendre qu'ils aient été déçus, et aussi des pouvoirs publics cantonaux et de la communauté genevoise. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes lancés dans cette aventure. Oui. Question Constantin, c'est donc bien raisonnable de faire du football de ce côté-ci de la Sarine? Mais même l'autre côté, c'est difficile. Mais ça a quand même du sens, même si on est toujours très moyen. On le voyait dans les chiffres de Raphaël Epoli tout à l'heure. Très moyen dans un championnat à 10, un championnat relativement serré, donc tu perds 2 matchs, tu es en danger de relégation, tu en gagnes 2 dans la Coupe d'Europe. On a 10, on n'a pas tellement de plus, donc tu peux vite, enfin, Carole, comment ça se déroule maintenant, Neuchâtel a gagné 2 matchs, a tout de suite vu une embellie qui arrive. Donc le problème, c'est de dire, après, il faut aussi se contenter de ce qu'on a. Il ne faut pas non plus, nous, moi, Constantin à côté de moi, lui, il a un potentiel de 30 000 spectateurs. Nous, on a un potentiel de 4 400 spectateurs, on en fait 10 000. Ça sera compliqué d'aller chercher tellement plus, hein, faut pas déconner quand même. Donc après, je mets plus de monde dans ma choucroute qu'au stade. Donc, le truc, c'est quand même que tu t'aperçois quand même qu'on va faire quelques exploits pour réussir à vivre. Après, c'est vrai, on peut arrêter. C'est comme la presse, vous allez bientôt tous arrêter parce que le marché change et tout ça. Et puis, on peut tout arrêter. Mais il faut aussi peut-être essayer de voir sur un autre angle pour essayer de vivre. Raphaël Epoli, comment vous recevez ces analyses? Comment vous jugez le discours qui est posé? Bon, là, je pense que c'est assez clair qu'en Suisse alémanique, c'est sans doute lié aussi à leur pouvoir financier, mais il me semble qu'il y a une identification plus forte au club. Peut-être les clubs représentent une plus grande importance vis-à-vis de la population locale. C'est-à-dire que toute la région se ligue derrière son équipe? Voilà, des réalités comme Saint-Gall, Lucerne, moins Zurich, évidemment, ou Bâle, c'est aussi peut-être que le club représente une plus grande importance vis-à-vis de l'identification qu'on peut avoir à une certaine ville. Et je pense que le foot roman, malgré tout, a énormément souffert de toutes ces faillites à répétition. Il y en a eu en Suisse alémanique, évidemment, mais je pense que cette traversée de désert, mis à part voilà, les questions de taille, de pouvoir économique, est aussi liée à une certaine désaffection qui s'est installée aussi en partie à cause d'une certaine trahison de la part des anciens dirigeants vis-à-vis de ce qui était le club comme bien public dans leur ville. Constantin Georges. Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Raphaël, il a parfaitement raison, il parle d'identification des régions, il parle des sites Saint-Gall et Lucerne, il a parfaitement raison. Si on prend l'exemple de Genève, grande ville cosmopolite, et c'est vrai que potentiellement, selon la théorie, le stade devrait être rempli tous les week-ends, on a un environnement qui a totalement changé aussi ces 20 dernières années, avec une offre de distraction, avec une offre une possibilité pour le public d'aller voir ailleurs, d'aller voir du spectacle, que ce soit sportif ou non sportif, qui est bien plus grande qu'à l'époque où les statistiques ont été faites sur les 20 dernières années. Donc je pense que c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Et puis c'est pas parce qu'on a une grande agglomération cosmopolite qu'on aura forcément un plus grand intérêt, une plus grosse identification au club de sa ville. En tout cas, en ce qui concerne Genève et dans une
moindre mesure Zurich également, parce que Zurich est très lié aussi au spectacle de ces équipes. On voit aujourd'hui que le Letzigrund est très rarement plein. Et ces facteurs-là sont aujourd'hui beaucoup à prendre en compte et à mettre en face du facteur de la puissance économique de la région. Vous le disiez tout à l'heure, vous donnez beaucoup de peine à Genève, mais à Sion aussi, à Neuchâtel, pour attirer des gens, pour faire des journées enfants. Ça ne suffit plus. Je pense qu'aussi dans le canton, on est quand même des privilégiés. Si vous pensez que vous avez une équipe de hockey qui est à Chaux-de-Fonds, qui doit aussi vivre avec le public, on a le basket en Ligue nationale A, on a le volley féminin en Ligue nationale A, on a souvent des week-ends qui se chevauchent avec les dates. Les sponsors, très souvent on se les partage. Le canton est petit. Vous avez personne qui vient voir Xamax, des fois elle court encore aller voir le volley à la fin. Je pense qu'il y a une panoplie de possibilités d'aller voir du spectacle qui est long. Et puis après, les gens, ils changent aussi. Vous avez des gens qui, toute la semaine, travaillent. Ils ont besoin aussi d'avoir un petit peu le week-end du calme. On est aussi saturé de football. Il ne faut pas oublier, vous enclenchez la télé le mardi jusqu'au dimanche soir, vous avez du foot. Les saisons de hockey commencent au mois d'août, mais il y a saturation de tout. Je suis gamin qui était dans les 22 000 qui allait voir Xamax du temps de Gilbert. On allait 2 à 3 heures avant, on était debout, on allait avec les copains. Maintenant, les gens commencent de râler parce qu'il y a 10 minutes, puis ils doivent faire la queue au match. S'il fait froid, ça râle. Les billets, ils ne sortent pas assez vite. Il y a aussi toute une mentalité qui a changé. Il n'y a plus simplement Neuchâtel-Xamax à Neuchâtel, il y a beaucoup d'autres choses. Mais vous tenez ce club à bout de bras, c'est épuisant. Jusqu'où vous pouvez tenir sous cette forme-là? Mais je ne tiens déjà pas tout seul. Il y a déjà aussi des sponsors, il y a le public qui vient. Je pense qu'une moyenne de 5300, voire 5500 spectateurs, on peut aussi les remercier qui viennent. On a aussi un temps où le championnat repart le 2 février dans nos travées de la Maladière avec les coursives à courant d'air. C'est déjà un exploit aussi de remplir. Et puis, il nous manque des grands derbies. Moi, j'aimerais avoir 12, 14 équipes dans ce championnat. J'aimerais des derbies contre Servette, contre Lausanne, contre Sion. On voit que samedi, on va jouer contre Bâle, on vend passablement de billets. On aura Sion, on va aussi vendre passablement de billets. Et puis après, quand vous attrapez peut-être grâce au père ou Toon, eh ben c'est moins porteur. Et là, on se retrouve avec des travers de 2800 spectateurs. Christian Constantin, vous partagez ce constat aussi? Les grands matchs attirent, mais finalement, dans le bout du classement, il y a quand même une espèce de retrait de la population. Non, alors, ce que je peux partager comme constat, c'est que les gens changent. Avant, les gamins en EasyJet pour aller à New York ou à Berlin, il n'y avait pas ce pouvoir-là, donc on était beaucoup plus localisés et puis beaucoup plus ancrés. Donc, ce qu'on dit si on ne veut pas considérer que le monde a changé, que l'offre change, que la technologie évolue, c'est difficile de tirer du passé. Donc, évidemment que le changement existe. Après, le problème du changement, c'est l'adaptation. Il faut réussir à s'adapter. C'est un petit peu différent à Sion par rapport aux deux autres modèles qui vous entourent. Christian Constantin, parce que FC Sion, c'est vous. Vous injectez de l'argent, 6 millions par année, d'après les informations, c'est à peu près ça. Oui, c'est à peu près ça. Ça dépend. 500 000 francs par mois. Le jour où vous partez, qu'est-ce qui se passe? On va en 3e division, peut-être. Plus compliqué que ça, là. Mais il n'y a pas moyen de rendre la situation plus pérenne, justement, pour éviter cette situation toujours redescendre, remonter, ce qui on a cherché dans la vallée du Rhône du pétrole, il n'y a pas. On a essayé de mettre du pognon à la place des carottes, ça ne pousse pas. On essaye un peu de faire de la pêche, de la Rhône, de l'Occidental pour essayer de faire de 3 marchés, mais non, mais pas. L'argent, c'est pas comme les carrosses. Mais quand vous voyez le modèle qui vous entoure, les modèles qui vous entourent, ça ne vous donnerait pas envie justement de créer quelque chose qui soit plus rapide? Je vois surtout, il faut un Constantin à droite, à ma gauche, un Christian à droite pour gérer le jeu. Moi, je suis tout seul. Parce que vous choisissez d'être tout seul. Non, mais moi, j'ai pas. Il n'y a que lui. Lui, moi, j'ai inventé la choucroute. Okay. Lui, il dit maintenant, je veux des mecs qui prennent 30 000 balles par année qu'on vient de conseiller. Donc, il essaye de faire un autre truc. Alors, le problème, c'est que c'est pas que tu veux être tout seul. Des gens qui parlent et qui ne payent pas, il y en a beaucoup. Des gens qui payent, qui réfléchissent et qui ont envie d'essayer de développer ce club,
Il y en a beaucoup moins. Mais là, le vrai problème, il ne faut pas faire d'illusions. D'ici quelques années, quand tu ne trouveras plus de président pour faire tourner les clubs, la machine va grandement s'enrayer. Hein. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez comme train, mais s'il n'y a pas de locomotive, les wagons ne vont pas beaucoup bouger. Hein. Vous faites dans quel but, vous, Christian Constantin? Moi, je fais pour faire plaisir. Est-ce qu'il vous motive tous quand vous êtes en Mais je crois que c'est la passion, c'est l'amour de son club, en tout cas, c'est pas pour son propre ego, c'est pour soutenir une région, pour faire quelque chose de valable du temps de son vivant, et puis je crois que Christian le fait aussi, et puis Georges à travers Servette aussi, on est des passionnés. Mais quand vous voyez le stade de la Praille vide, presque vide, souvent presque vide, non, tout le temps. Franchement, qu'est-ce qui motive? Vous avez raison. Écoutez, la motivation, je pense que là, c'est pas de la démagogie, je pense que tout le monde est sincère. Ce qui nous fait courir, c'est la passion, c'est l'amour du foot et rien d'autre. Maintenant, nos modèles économiques, puisque il faudra peut-être revenir là-dessus, sont un tout petit peu différents et Christian Constantin est tout à fait pragmatique. Ça fait rire, mais c'est triste. C'est-à-dire que le jour où il s'arrête, il arrivera à ce qu'il arrive. Donc peut-être la question plus pérenne, puisque le débat a été lancé sur qu'est-ce qui va se passer dans les 20 prochaines années, peut-être la question qu'il faut se poser pour pérenniser le foot suisse, c'est peut-être la question du modèle économique. Alors oui, il faut une personne, une locomotive qui tire ça, ou plusieurs personnes, un collège de personnes, mais ce qu'il faut peut-être étudier maintenant, ce sont les modèles économiques sur lesquels on construit les clubs, et ça c'est un vaste débat, parce qu'on voit que les clubs qui sont pérennes aujourd'hui, alors oui, la Champions League est passée par là, bien évidemment, mais avant qu'il y ait la Champions League, ils ont choisi des modèles économiques qui leur ont permis de se construire petit à petit et de voir loin. Et de voir loin. Et de nouveau, on a une chance et un luxe immense aujourd'hui à Genève de pouvoir commencer à construire sur des bases saines. Et c'est ce travail-là qu'on doit continuer à faire, tout en sachant, et ça je le dis toujours, que le public a raison d'être impatient, mais que ce sont des cycles qui sont extrêmement longs. Et si le travail, même si le travail est bien fait, on ne peut pas brûler les étapes. Donc sur les 20 prochaines années, l'une des réponses à votre question, qu'est-ce qui va se passer dans le football roman dans les 20 prochaines années, elle tient surtout à savoir quels sont les modèles économiques des clubs. À ce niveau-là, on sait qu'en Suisse, on ne peut pas régater contre les grands championnats qui ont des droits télé énormes. Et c'est sûr que la Suisse n'a pas ce potentiel-là au niveau marketing et puis vente des droits. Donc du coup, la Suisse est devenue petit à petit un championnat tremplin, c'est-à-dire un championnat qui forme des joueurs et qui, après les transfère à des gens, à des clubs qui ont plus d'argent. Et c'est à ce niveau-là que c'est le seul modèle économique viable, je pense, pourvu qu'il y ait une bonne formation, qu'il y ait assez d'attention qui est portée à la formation, et pourvu aussi que ces jeunes joueurs talentueux aient une chance de jouer assez jeunes et qu'ils soient valorisés. Et après, c'est vrai, c'est là qu'il faut faire un deuil, on ne va pas pouvoir les retenir. Dès qu'ils percent un petit peu, ils iront plus loin. Et ça, on ne peut rien faire. Et ça fait bien des joueurs. Mais l'enjeu, c'est quand même travailler avec les jeunes et leur donner une chance dès le plus jeune âge, en première équipe, pour qu'ils puissent véritablement prendre de la valeur, prendre de l'expérience et par la suite être transférés. Et je pense que là, il y a une vraie marge de progression en Suisse romande, en tout cas. Christian Begli, c'est vrai que Badès à Neuchâtel-Xamax un petit peu. Alors, c'est ce que j'ai expliqué avant, on a construit, on a grandi rapidement. Maintenant, j'ai aussi dit pour l'année prochaine, c'est aussi la fin d'un cycle. On a bien vu que nos 29 ans,3, il faut les améliorer. Il faut qu'on passe avec la jeunesse. On ne pourra pas tout bouleverser en une année. Il y a aussi, je crois, Christian, toi, tu as fait ton centre de formation. Ça commence d'être vraiment bien rentable maintenant, si on veut parler de rentabilité. Il y a un long travail. Il faut qu'on garde une colonne vertébrale chez nous. Il faut qu'on aille chercher des jeunes. Il nous faut du scouting. Il faut qu'on ait une équipe, j'espère, de post-formation, de M21. Il y a un énorme travail.
Maintenant, les montées, j'aimerais qu'on puisse y rester dans cette Super League, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très positives. Et puis, autour de ça, il faut se mettre autour d'une table, travailler, on y travaille, mais ce n'est pas un coup comme ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont liées avec l'argent. Et ce qui m'ennuie le plus, si on devait arriver à descendre, c'est que vous avez une partie des sponsors qui vont aussi réduire leur marge, et il faudrait qu'on puisse garder cette marge pour s'améliorer, pour restructurer, pour structurer notre club. Et maintenant, mon message, quand je vais parler aux sponsors, c'est de leur dire: ne nous retirez pas, mais laissez-nous quelque chose de supplémentaire pour qu'on puisse s'améliorer. Et même si un jour on doit descendre, on va y remonter, mais en étant plus fort et plus jeune. Constantin Georges, c'est difficile de faire confiance aux jeunes Servetiens et de les mettre sur le terrain et de les engager? Non, c'est pas difficile, d'autant plus que c'est pas moi qui le fais. Non, mais ça se fait pas toujours. Il y a toujours une grande hésitation. Alors, le foot a cette réalité qui est le résultat du samedi. Donc ça, tous les professionnels de foot le savent. Donc ce qu'il faut, si on veut permettre aux jeunes d'éclore, ce qu'il faut déjà, c'est choisir un staff technique et un coach qui est déjà orienté vers cette mentalité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, bon, on est dans des situations différentes, mais quand vous jouez contre la relégation en Super League, ou quand vous jouez pour la montée depuis la Challenge League, toutes les belles théories et toute la belle philosophie de la formation, elle s'en va très vite le vendredi soir dans la tête du coach, où lui, il sait qu'il doit ramener 3 points. Donc là, de nouveau, il y a un principe de pragmatisme et de réalité qu'il ne faut pas occulter. Il en demeure pas moins que, et surtout à Servette, on a une académie dont on est très fier, dans laquelle on met beaucoup de moyens et où on a un vivier qui représente vraiment le multiculturalisme de la ville. Nous devons nous faire des efforts supplémentaires pour imposer ces jeunes. Alors nous y arrivons tant bien que mal, mais de nouveau, malheureusement, et là on peut revenir aussi sur la formule du championnat, on est dans une situation où la seule vérité qui compte, c'est la vérité du samedi. Question Constantin, qu'est-ce que vous avez fait pour que votre formation devienne performante aujourd'hui? Ce qui est le cas, vous embarquez les M21 dans le camp d'entraînement avec la première équipe, vous faites vraiment un grand groupe en fait. Non, avant d'embarquer les M21 avec la première équipe, je dois les avoir dans le classement, puis je dois les avoir dans le championnat. Donc ils sont déjà en 3e division exécutive. Ce que Christian a dit tout à l'heure, ça tout ça pas. Mais ce qu'il veut faire, ça lui coûte 4 millions de plus qu'il ne met pas dans la première équipe. Que ça il va déjà transpirer. Que dans la formation donc. On est à 4 millions. À côté de ça, tu dois commencer par les infrastructures. Où c'est que t'es moins de 14, t'es moins de 16 et t'es moins de 18 s'entraînent. Où c'est que t'es moins de 21 s'entraînent. Où c'est que ta première s'entraîne, donc tu remets de l'argent dans les infrastructures. Et puis à côté de ça, il faut aussi avoir un stade où tu peux accueillir de l'hospitalité, enfin faire un lieu de fête où les gens peuvent se retrouver. Donc aujourd'hui, le Châtel-Lamax, pour dire on doit revenir contre Sion, si tu n'as pas 25 ou 30 millions à disposition, tu n'arriveras jamais. On va se faire d'illusions, c'est comme ça. Donc la réalité du moment, elle est comment? Elle est comme il a donné, on va voir le tableau des moyennes d'âge. Le tableau des moyennes d'âge. Je ne sais pas si on peut remettre... Tu arrives à mettre... Tu prends les moyennes d'âge. La moyenne d'âge des joueurs. Le championnat prochain, c'est une année de plus, ça, les joueurs. Donc ça veut dire qu'un tableau des moyennes d'âge, le brave Christian, il passe plus de 29 ans, 4. Non, mais tu passes plus de 29 4, tu passes à 30,4 d'âge. Et aujourd'hui, tu dis, je vais mettre de la jeunesse là derrière. Alors, pour aller mettre de la jeunesse et puis trouver des joueurs qui sont jeunes et qui jouent en première division, tu vas déjà dépenser un pognon déjà de fou. Que mon ami Constantin ici, il voulait prendre un joueur de Toulouse, de Darro cette année, il m'a dit tout à l'heure, il va faire 650 000 pour l'acheter. Ils n'ont pas vendu. Donc, ce que je veux dire, quand tu veux passer de 29,04 là-haut, puis tu rajoutes une année. Après, tu prends l'IB, parce que tu t'aperçois qu'avec 26,08, c'est gentiment en train de sortir. Bâle sont pas si mal.
nous on est bien, et puis tu commences à sortir par le haut, le faute c'est des vagues qui arrivent sur la mer, et puis une vague va être remplacée par l'autre, et ça va toujours plus vite. Donc tout ce qu'on dit, en théorie, tout va bien, mais en pratique, tu sais la différence entre la théorie et la pratique. Toto, il rentre de l'école, il doit faire une dissertation sur la différence entre la théorie et la pratique. Ok? Il va à son père, il dit papa, je dois faire ça. Le père, il dit écoute, je ne peux pas te la faire, mais je vais te l'expliquer. Tu vas demander à ta petite soeur, 21 ans, belle comme un cœur, pour 200 000 francs, tu es d'accord de faire des cochonneries avec le vieux Louis au deuxième étage. La frangine, elle dit écoute, 200 000, je suis pas une pute, mais enfin, 200 000, tu sais, je peux m'acheter une bagnole, des habits, aller en vacances, c'est pas mal. Il revient à le père, il dit ma petite soeur est d'accord. Tu vas demander à ta grande soeur, elle a une bombe atomique. Si pour 300 000, elle est d'accord de faire la même chose. Il va vers la grande sœur, il dit... Ça dure combien de temps, juste, Christian? Laisse-moi finir, tu me diras la chute, réfléchis. Donc la grande sœur, il dit à la grande sœur 300 000. La grande sœur, elle dit, écoute, ça me permettrait de partir de la maison, je peux m'acheter un appart, je suis d'accord, ok. Maintenant, tu vas vers ta mère, tu demandes si pour 500 000, elle est d'accord de faire la même chose. La mère, elle fait paf à Toto, mais qu'est-ce que tu crois, je ne sais pas du tout, qu'est-ce que tu crois. Toto sort de la cuisine, la mère dit, ferme-moi la porte. Et oh, mets ton truc là, ça serait qu'une fois, oui, ça serait qu'une fois. Tu vois, on n'a jamais eu une maison à nous, 500 000, je suis d'accord, ok. Toto retourne vers le père, il dit écoute, papa, maman est d'accord, il dit toi Toto, 200 plus 300 plus 500, ça fait 1 million. Donc en théorie, on est millionnaire, mais en pratique, on a quoi? 3 putes à la maison. Alors en théorie, c'est la différence entre la théorie et la pratique. Si vous m'avez répondu, vous savez comment c'était, je vais le raconter. Christian Daly, l'équipe de F21 à laquelle vous rêvez maintenant pour Xamax, ça a un peu fait combien par exemple? Bien sûr, ça. Quand on dit 4 millions, on est dans quelque chose de très très perfectionniste. Non, mais à Neuchâtel, on n'est non plus pas largué. On a un centre de formation, on a des joueurs, il y a des entraîneurs, il y a des infrastructures aussi. Si tout le monde n'est pas à la Maladière, il y en a qui sont au Chanay, il y en a qui sont à Pérabo, on va pas... Et puis il y a aussi des résultats qui commencent de venir, on travaille passablement ensemble. On est en train maintenant de s'organiser pour l'année prochaine. On a budgété pour nous une équipe de 21, on doit donner un dossier à l'ASF jusqu'au 15 mars. Cette équipe, si on peut l'avoir, elle va démarrer en deuxième Ligue Inter. Elle va surtout nous permettre à nous de pouvoir garder aussi ces jeunes, les faire proliférer. Si on a des joueurs qui sont blessés, de pouvoir aussi les remettre, de les relancer. Donc il y a beaucoup de choses. Actuellement, aujourd'hui, on n'a pas de post-formation, ça s'arrête au M18. Est-ce qu'un jeune de M18 peut aller jouer en Super League ou même en Challenge League, à moins qu'il soit hyper doué, le trou est très grand. C'est ce genre de choses qu'on doit travailler et puis on s'y est attelé. Donc on n'est pas encore à 4 millions, mais on a déjà budgété et on a trouvé de l'argent pour avoir une équipe de M21. On a l'impression, en vous entendant tous les trois, que vous avez des visions à moyen terme, mais pas à long terme. Est-ce que je me trompe? On est obligé d'avoir des visions à moyen terme. Parce que pour construire, de nouveau, pour construire les 20 prochaines années, il faut s'attaquer à la racine des problèmes et des solutions, parce qu'on n'a pas que des problèmes dans le foot suisse. Et je pense que le débat, et c'est là où il est intéressant, la discussion c'est là où elle est intéressante, elle devrait, je ne sais pas quel est le temps qui nous reste, mais je pense que c'est là-dessus qu'on devrait se concentrer, c'est surtout la politique globale du foot suisse et qu'est-ce que les instances du foot suisse souhaitent faire avec la formation et avec ces équipes jusqu'à 21 ans. Là, vous appelez un plus grand subventionnement, en fait, c'est ça? Vous appelez un plus grand subventionnement? Non, j'appelle tout d'abord à plus de réflexion et de réflexion en profondeur par rapport de nouveau à la réalité de ce qu'est le foot européen aujourd'hui. On parle de Champions League, on parle de droit TV, on parle de choses comme ça. Le foot suisse est condamné à réussir sa formation. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, il y a des paramètres socio-économiques, il y a des paramètres culturels. Donc la réponse à qu'est-ce que sera le foot roman d'ici 20 ans, elle n'est pas simple, elle est complexifiée par la racine. Et je pense que peut-être là on a un tout petit peu de retard aujourd'hui, et des instituts comme le
CIES peuvent vous aider et des gens qui travaillent là-dessus peuvent vous aider, c'est de comprendre comment on peut faire pour bonifier notre formation, pour la rendre solide, pérenne et puis profitable surtout pour les clubs. Oui, que ce soit des joueurs qui rapportent, quoi, clairement. Attends. Avoir, comme le dit Christian, ces vagues successives de joueurs de qualité, parce qu'ils ne rapporteront que s'ils ont de la qualité. Donc ça implique de la formation de formateurs, ça implique des moyens pour éduquer et former ces joueurs. Christian Nagui, vous vouliez réagir? Ouais, déjà de 20 ans, j'aimerais déjà plus être là, parce qu'alors un président à 86 ans, je pense que c'est pas tellement porteur non plus. Mais moi je pense qu'on a mis les bonnes bases. On a surtout, ici les trois, on est en train de faire aussi quelque chose de sérieux, parce que Servette, ça fait maintenant quelques années que c'est sérieux, c'est venu au Genevois. Christian à Sion, je sais qu'il met une énergie folle pour quand même qu'on parle de Sion, et puis il n'est jamais en train, on ne voit jamais dans les articles qu'il est au bord de la faillite. Et nous-mêmes, avec nos petits moyens, moi j'estime qu'on fait du bon boulot, il y a des gens qui travaillent. Et il ne faut pas que m'oublier que ce football suisse, il n'est pas si mal. Mais regardez les classements, regardez ce que fait nos équipes nationales. C'est quand même une preuve que la formation de ce qui se fait dans les clubs, il y a quand même une bonne chose. Et puis ça, il ne faut pas l'oublier. On a toujours l'impression que c'est mieux ailleurs. Mais chez nous, on a quand même du bon travail qui a été fait. Raphaël Poli, votre regard? C'est sûr, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les 5 grands championnats, par rapport à la densité, oui. il y a 40 joueurs suisses qui jouent dans les 5 grands championnats, c'est une densité proche de celle de l'Uruguay, où il n'y a que la Croatie qui en a plus par rapport à la taille de ses habitants. Donc évidemment, la Suisse a aussi bénéficié, il faut toujours le rappeler, de joueurs d'origine immigrée qui ont beaucoup investi dans le football, plus que, on va dire, les vrais Suisses ou les Suisses de souche qui ont peut-être encore plus de choix et peut-être moins envie d'émerger. Et aujourd'hui, on dépend beaucoup de l'immigration, mais en même temps, c'est devenu quand même un modèle. On sait qu'on peut faire une carrière dans le foot tout en sachant que le système scolaire, les apprentissages, fait que peut-être en Suisse, on va moins vite décrocher qu'ailleurs pour tout miser sur le football. Et je pense que ça, une clé de la réussite aussi, c'est d'être peut-être un peu plus patient, parce qu'effectivement, un joueur à 18 ans, il n'est peut-être pas encore prêt, parce que le niveau est quand même intéressant. Est-ce qu'on a la patience pour attendre un joueur jusqu'à 21, 22 ans, sachant que le marché aujourd'hui va plutôt recruter des très jeunes, et à 21 ans, un joueur qui n'a pas beaucoup joué est déjà un peu dévalorisé et on peut traiter comme un has-been, alors qu'il a 21 ans. Et je pense qu'à ce niveau-là, on peut peut-être faire preuve, sans doute, d'un peu plus de patience, vu le contexte suisse, et malgré tout continuer à croire dans certains talents qui ne se sont peut-être pas développés aussi vite, mais qui pourraient toujours, malgré tout, être des très bons joueurs pour la Suisse, et pourquoi pas aussi pour l'étranger, une fois qu'ils auront 24-25 ans, même si on sait que ça rapporte moins que de transférer un joueur déjà mûr à 21 ans, ça c'est sûr. Est-ce qu'il existe une solidarité entre vous trois? Est-ce que vous avez des contacts réguliers pour la simple et bonne raison que vous êtes roman? Ce matin, il m'a téléphoné pour savoir où ça avait lieu. Non, on a... Mais oui, on se rencontre à des séances, on se voit, on est allé dernièrement à la télévision, il y a aussi des choses qu'on discute d'une fois hors antenne, il y a pas simplement de choses. Il m'appelle... Ouais, par exemple Non, mais il y a de la solidarité et puis il y a beaucoup de respect. Christian Constantin, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas, vous avez prêté 2 joueurs à la Chaux-de-Fonds, est-ce qu'on pourrait imaginer que, par exemple, vous prêtiez un arrière à Xamax pour quelques matchs, un peu à la manière des playoffs de hockey sur glace? J'ai proposé de prendre un gars, et puis c'est un moment où il est à Brisbane avec des cas, alors ça ne s'est pas fait. Non, mais pour quelques matchs, je te parle d'un truc il y a 15 jours. Non, sérieux. Mais la solidarité, je vous parle juste du prêt qu'on a eu de Sérédier, de Pouloulou, de Bâle. Mais c'est parce qu'on a des bons rapports avec les dirigeants qu'on arrive à expliquer quelque chose. Il y a tout le monde qui est un petit peu gagnant, mais ça nous a aidés parce qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir payer un transfert. Et Christian, une ou 2 fois, nous a déjà téléphoné pour proposer des joueurs. Et chez nous, c'est généralement le coach qui décide s'il veut employer le joueur ou non. Et souvent, j'ai dû lui dire non.
J'ai proposé Undoy cette année, il n'a pas voulu. J'ai proposé à Colo, je l'avais mis ici. Enfin, beaucoup de bons joueurs qui sont partis à l'étranger, ils les ont pas pris avec eux. J'aurais pu mettre des lunettes. Donc vous les proposez ailleurs, du coup? Non, on a sorti nous, mais c'était vraiment, ils cherchaient, j'ai dit, ben, écoute, prends-le. Est-ce qu'on ne serait pas trop petit en Suisse romande pour avoir autant de clubs en Super League et en Challenge? Il y en a deux en première division. Deux en première division, deux en deuxième. Vous aviez lancé à l'époque une idée de club roman. C'est quelque chose qui... Je pensais que la Ligue européenne serait en activité autour de 2005. Ce qui se passe maintenant, je pensais qu'il y a 20 ans de décalage dans ce que j'imaginais puisqu'il arrive. Okay. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Si tu veux vivre, il faut se retourner vers l'excellence. Et si t'as pas, et nous, l'excellence, c'est de faire une formation très pointue pour valoriser le patrimoine. Autrement, tu n'as pas d'autre chance de t'en sortir. Mais faire un club entre Lausanne et Servette, par exemple, Constantin-Georges, c'est quelque chose, un club dynamique. Non, je pense que c'est... Imaginez Yverdon, Fribourg, Delémont, Sanax. Alors, si on a déjà des partenariats avec la formation, je pense que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Après, on a quand même chaque entité, si je vais commencer à dire, vous savez, maintenant, ça s'appellera plus Zamax, mais l'équipe des Trois Lacs, je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup de monde au stade. Hein. Constantin-Georges? Oui, je suis de cet avis également. Je pense qu'il faut, si on veut tendre vers l'identification du public qui fait le succès des clubs, et on le voit en Suisse allemande, je pense qu'il faut garder cette diversité. Comme le dit Christian, on est que 4 clubs d'élite, donc je pense que c'est tout à fait viable. Non, mais ce qui fait mauvaise image dans le tableau, comme on a vu tout à l'heure, c'est le potentiel de Genève et le potentiel de Lausanne. Si ce potentiel-là est utilisé comme IV ou pas, ben, tu as 2 clubs de plus en Suisse romande, il ne faut pas se faire dire. C'est ça la vérité. Où ça sous-évalué, ces deux régions-là, parce que peut-être plus en première division que nous. Hein. Est-ce que le territoire n'est pas trop petit, finalement? Est-ce que le territoire roman n'est pas trop petit? Pourquoi ne pas lorgner, par exemple, du côté de la France? Non, mais ça n'a pas besoin. Tu sais qu'à Genève, tu as un potentiel de 30 000 personnes par mois. Non, mais il n'y en a pas 30 000. On est à 800. On est là en 2005, mais on pourrait être 800, ça serait pas mal. Non, mais ce que je veux dire, la vérité, c'est ça. Lausanne, c'est un millier de personnes. Ils peuvent être 28 000. Donc tu peux dire, si les gens ne veulent pas venir, tu peux avoir le plus grand territoire que tu veux. Tu as le Sahara, tu sais, il n'y a pas beaucoup de C'est sûr, quoi, il manque une locomotive, et puis c'est vrai que Xamax a gagné des titres, c'était lié à une conjoncture particulière et qui était de toute façon difficilement durable. Quoi qu'il en soit, on a vu aussi ce que ça a donné par la suite. Sion, voilà, ça tient aussi à une personne probablement, et puis on a dit, il n'y a pas un potentiel énorme, mais Servette et Lausanne, ils ont des agglomérations qui ont un potentiel au moins équivalent à Bâle ou IB. Et pourquoi on n'arrive pas? Voilà, c'est sûr que le poids de l'histoire fait qu'on arrive à aujourd'hui, et puis on a bradé, je pense, petit à petit en patrimoine, à cause des problèmes qu'il y a eu, il y a une perte de confiance sans doute de la population qui n'est pas dupe. Et une fois qu'il y a cette perte-là, c'est clair que c'est dur de remonter la pente. Maintenant, on peut quand même souhaiter, peut-être pas pour Xamax, que ces 2 clubs remontent en Super League, mais c'est vrai qu'après les places sont chères, parce qu'on voit bien qu'à 10 places, Servette et Lausanne auraient toutes leurs places évidemment en Super League, mais ça veut dire que sans doute ça va concurrencer d'autres équipes qui sont aujourd'hui en Super League. Donc c'est clair que peut-être on pourrait quand même réfléchir en élargissement de cette Super League, vu qu'aujourd'hui, malgré tout, on n'est plus dans la situation des années 90 où les stades étaient vétustes. Il y a quand même plus ou moins tout le monde, on parlait de Haro qui refont le stade aussi, il y a une rotation bientôt. Et donc du coup, au niveau des infrastructures au moins, il y a de la marge sans doute pour augmenter le nombre d'équipes. Constantin-Georges? D'où l'intérêt de repenser de nouveau la formule de la Ligue d'élite et ajouter aux critères de cette formule, tous ces critères sociaux viennent d'être cités, avec des villes
qui ont le potentiel, mais il est bien évident que de nouveau, on l'a assez dit, l'argent étant le nerf de la guerre, avec la formule de championnat aujourd'hui, il est extrêmement compliqué pour des clubs de ne pas avoir une sorte de semi-sécurité pour pouvoir évoluer et se développer. Si on prend l'exemple du hockey, on a une ligue qui est une ligue fermée mais qui ne dit pas son nom. La planification budgétaire est bien plus aisée. Donc je pense que là aussi il y a une réflexion à faire quant à la géographie et à l'aspect social de la Suisse. Si on veut avoir un produit, parce que le foot ça doit être un produit, et la raison pour laquelle les grands championnats se rendent aussi bien, c'est parce que ce sont des produits. Et je pense que si on veut avoir un produit attrayant, on ne peut pas s'épargner l'effort de faire cette réflexion. Donc à vous entendre, on est un peu à un tournant, c'est-à-dire qu'on n'aura plus jamais cette euphorie des années 80-90 en fonction de tous les critères qui ont été discutés ce soir. C'est ce qu'on devine à travers vos propos. C'est qu'on est dans une étape, charnière. Raphaël Epoli. Oui, il y a des décisions fortes qui doivent être prises. Avec la télévision, avec tout ce qu'on a évoqué. On l'a vu avec le Football League, cette Super League, avec cette Champions League qui sans doute devient aussi de plus en plus déséquilibrée dans la phase de groupe, parce que même des champions de pays qui ne sont pas dans les grands pays du football ont de la peine à survivre. Donc imaginez la Suisse, quoi. Peut-être que la Suisse aura plus de place en Ligue des Champions bientôt. Ça ne m'étonnerait pas. Donc d'un côté ça fait du mal parce que ça a complètement faussé les débats en Suisse avec l'argent de FC Bâle, mais en même temps ça fait du bien parce que ça a au moins donné une vitrine et puis on était tous contents de voir le FC Bâle en Ligue des Champions. Mais peut-être cette époque est aussi révolue et donc du coup le débat de la Ligue fermée, qui pouvait être encore tabou il y a quelques années, se pose parce que les gens voulaient quand même une certaine sécurité, sinon il y a peut-être de nouveau des risques de faillite ou alors de longues traversées du désert qui n'arrangent personne. Donc, il faut se poser les questions. Moi je crois aussi, quand on est dans ces séances de président, on n'a pas une vue d'ensemble, il y a aussi chacun qui pense à son propre club pour soi. Je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment choqué. Une des dernières séances l'année passée, on a eu tout d'un coup un vote pour abolir notre durée du mercato. Avant, on avait une chance inouïe. En Suisse, on avait le mercato qui durait un petit peu plus. Donc, Christian et puis aussi Georges, on était ensemble. On était favorable à cette période beaucoup plus longue parce qu'on peut faire les soldes. Et je trouvais que ça c'est... Eh bien non, la majorité des clubs ont voté pour se rallier à la FIFA et l'UEFA, et puis on a tous maintenant la même plage. Donc nous, on n'a plus aucune possibilité, parce qu'on n'a quand même pas les mêmes moyens en Suisse, de pouvoir acquérir un joueur qui tout d'un coup n'aurait pas eu de place. Et ça, c'est, je trouve, des choses qui sont vraiment stupides, et je ne comprends pas que ceux qui ont levé la main n'aient pas pensé plus loin que le bout du nez. Et ça, c'est des trucs qui m'ont dit. Bien sûr qu'on aimerait avoir 12-14 équipes, mais on a un autre problème. Le gâteau qu'on reçoit, les 1,5 million, il faut après encore les diviser avec 3-4 équipes. Donc il faut déjà maintenant y penser. On doit renégocier les droits TV dans une année ou deux. C'est maintenant qu'il faut se bouger et puis essayer d'aller chercher le double avant de penser de changer la formule. Mais nous, on va nous faire le contraire, on va changer la formule, puis après on ira chercher la formule. Et après, il faudra réfléchir. Et c'est là que dans nos instances, il faudrait que ça bouge, puis qu'ils soient un petit peu plus visionnaires. Vous vous sentez complètement minorisé, en fait. Votre avis ne compte pas. Mais disons, c'est au droit de vote. Et on est les 20 clubs de la Swiss Football League, il faut qu'il y ait une majorité, et puis souvent c'est dicté par... c'est un peu les grands clubs qui ont un arrangement avec un autre club, et on l'a très bien senti, nous les Romans, quand on a dû voter. Question Constantin, c'est votre avis aussi? Enfin, vous souffrez de cette situation? Non, moi je pense qu'aujourd'hui on doit réinventer le produit. Contrairement à ce que dit Christian, je suis d'accord sur une chose, il faut chercher plus de droits de télévision, mais il faut faire de nouvelles propositions. Et les nouvelles propositions doivent venir intéressantes de façon à ce qu'on ait des acquéreurs qui se disent ben, tiens, c'est peut-être un peu mieux ces choses-là. Après, il y a effectivement peut-être les journées des parties. Aujourd'hui, comme disait avant Christian, disait le week-end, les gens ont peut-être envie de faire autre chose. Donc il faudra peut-être faire un produit qui soit plus à des meilleurs jours. Donc il y a une réflexion à faire pour rendre intéressant le produit, qui est une part des choses, et puis après, ben, on parler de la formation qu'on a déjà parlé, mais il faut repenser différemment les choses si on veut avoir un peu plus de moyens.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Un match de foot est un match de foot. Une fois qu'on a fait la journée enfant, la journée Père Noël, la journée... Non, mais ça, c'est ton imaginaire à toi, mais il y a d'autres qui pensent différemment, qui ont plus de créativité. Mais qu'est-ce que ça peut être, justement, alors? Non, mais si tu n'en sais rien, si on dit, on va peut-être faire un championnat à 14 équipes. 14 équipes, si on fait 3 tours, c'est 39 matchs. Peut-être qu'il faut faire un tour de championnat avec des éliminations directes qui donnent un premier classement pour avoir une série, un solde de 3 départs qui permet après de faire 2 tours normaux. Il faut peut-être jouer le vendredi ou le lundi en fonction des jours où il y a de la place pour nous pour pouvoir avoir des choses. Après, si on tourne à 39 journées de championnat, multiplier ça par 13 équipes, ça vous donne, je sais pas, 300 matchs de championnat, il y en a 180. Si vous jouez sur vos cantines, vous avez forcément, si vous avez de l'hospitalité dans vos stades, ça va forcément vous donner plus de recettes, vous avez plus de matchs, et puis vous recevez les gens, donc ils peuvent avoir plus. Donc si on veut, ça va au-delà, justement, qu'est-ce qu'on peut faire, il faut être créatif. Christian Magui? Oui, il faut changer. J'entends, on a vraiment de la peine sur le sujet. Je suis persuadé que les matchs le vendredi soir, avec les gens tout d'un coup après ils partent en week-end, ça serait peut-être une bonne solution. Est-ce qu'il faut s'arrêter à Noël? On a une espèce on s'arrête, on refait une deuxième préparation. C'est toutes des choses qu'il faut une fois mettre sur la table et avoir le courage de changer. Et créer le suspense. Et après, il y a la Coupe d'Europe qui risquerait de perdre son intérêt si ça intéresse 14 ou 15 équipes. Donc après, il y a peut-être d'autres journées à prendre. Il faut s'adapter à l'évolution qui est en train de se passer, tout en utilisant la technologie adaptée. J'en sais rien. Dans tes stades, tu peux connecter des choses de manière différente. Enfin, on doit changer notre méthodologie. On en parle aujourd'hui. Première décision, ça pourrait être quand? Dans une année, dans 2 ans? Est-ce que les choses vont vers un mouvement? Parce qu'on va parler, ça fait longtemps qu'on parle de changement. Non, mais le seul mouvement que tu as, moi, des présidents de clubs de foot, je prends KIB, que sur les 10-15 dernières années, j'en ai connu 3 ou 4. Pour te dire, même IB qui sont champions. Donc, je veux dire, tu as une petite stabilité maintenant parce que tu as 2 championnats de suite, mais tu d'un coup, tu replonges derrière, tu vas changer, le conseil va changer. Donc, je veux dire, le problème qu'on a, c'est toujours la même chose. Les dirigeants arrivent, les présidents, ils viennent t'expliquer qu'un club, ça se gère comme une entreprise, et 2 ans plus tard, ils commencent à te dire, mais putain, mais quelle merde, maintenant je suis en première division, dans 20 ans, je ne veux plus être là. Donc les types, ils cherchent tous à partir le plus vite possible quand ils voient les emmerdes qu'ils récupèrent. Donc en fonction de cet élément-là, il nous faudrait quand même avoir à la Ligue des gens forts qui ont une vision sur la distance. Mais ça, après, tu ne peux pas faire des cerveaux à tout le monde. Donc, on a un vrai problème de leadership, on a un vrai problème de créativité, on a un vrai problème de vision. Et tout ça, moi, ça me rend bien service. Je suis dans les montagnes et puis on a des marlons. Alors, si les autres, ils voient moins clair, nous, on peut vivre, c'est tout. Je peux donner un exemple assez beau. On avait été un peu consulté, il y a toutes des discussion autour d'une réforme possible de la Super League qui a fini en rien. Un peu de poisson. Beaucoup de poisson, juste le barrage qui était Et puis c'est encore, on peut presque dire, c'est encore moi qui ai lancé l'histoire du barrage, pour qu'il y ait un peu du changement. Aujourd'hui, j'espère que ça ne passe pas un autogol. Bref. Nous, on a étudié quand même l'équilibre compétitif. On a vu qu'en Amérique latine, ils ont créé un championnat Apertura Clausura, le championnat de 6 mois. Et c'est dans les fins des années 70 qu'ils ont créé ça. C'est pas un truc qui est là depuis 7 ans. Et ça, effectivement, il y a 2 champions, et puis une finale, etc. Ça relance l'intérêt. J'ai dit ça à la Super League, la réponse a été oui, mais la police n'aime pas trop parce que si après il y a eu un match qui n'était pas prévu dans le calendrier, à ce moment-là on va avoir des problèmes, etc. Parce que s'il faut une finale en plus, on ne sait pas qui joue contre qui, après ça fait. Puis le hockey sur glace, c'est quoi? Le hockey sur glace, on ne sait pas. Quand eux ils s'arrangent, mais on voit bien ce manque, à mon avis, dans certains courage de pouvoir. Là, je ne dis pas que c'est une bonne idée, mais au moins ne pas botter en touche aussi facilement, étudier les questions jusqu'au bout pour amener du mieux. Je pense qu'il y a à faire.
On va donner la parole à la salle. Je pense que vous avez des dizaines et des dizaines de questions à poser à un ou à plusieurs de vos 4 invités. Jada et Laurence vont se promener avec le micro. Qui veut se lancer? Monsieur. Monsieur. Merci beaucoup. Bonsoir monsieur, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, Armand Congo, je suis arbitre de football. La question que je voudrais peut-être vous poser, c'est que vous puissiez développer, anticiper. Vous avez Neuchâtel, vous avez pris Serretier qui a apporté un secours. Donc, est-ce que vous ne pouvez pas anticiper et puis voir pendant le championnat quels joueurs vous pouvez négocier gracieusement ou gratuitement pour les prochaines saisons, quoi. Si vous anticipez, cela peut apporter un changement au niveau des matchs, parce que si les joueurs qui évoluent, ils ne sont pas toniques, ça nous amène pas à venir regarder le match. Par contre, si vous faites venir certains qui ont un peu plus de plus, ça amènera un plus au niveau du championnat. Merci. Christian Bagui, un peu plus de Alors, anticiper avec Serretier, je peux vous dire que c'est souvent quand ça va moins bien que vous réfléchissez mieux, parce que quand tout va bien, il n'y a aucun problème. Celui qui est dans les tribunes, il ne va pas râler s'il ne joue pas, ou ses copains marquent des buts. Et les 6 mois qu'on a passés nous ont ouvert les yeux, et c'est aussi pour ça qu'on a commencé de travailler différemment. Après, quand vous avez des joueurs comme Serretier, c'est impossible pour nous, pour notre club, de pouvoir s'aligner au niveau salaire si on n'a pas de l'aide. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va demander à Sion, on va demander dans les clubs s'ils nous prêtent des joueurs. On essaye on fait ce que font les petits clubs, on va mendier pour avoir du prêt gratuit ou une partie du salaire qui est pris par le club adhérent. On est toujours plus intelligent une fois qu'on a fait les bêtises. C'est aussi pour ça que maintenant, on va essayer d'avoir une cellule de recrutement. On doit beaucoup reconstruire Neuchâtel-Xamax. On doit beaucoup penser pour un plan A, un plan B pour la saison prochaine, on y travaille. Mais jusqu'à maintenant, n'oubliez pas, il y a 7 ans, il y avait 0 francs. On est parti au mois d'août avec 600 000 francs. 7 ans après, on arrive quand même à trouver 8 millions. Sans avoir de mécènes, je trouve qu'il y a eu du travail qui s'est fait. Et puis maintenant, notre but, c'est de consolider, de s'améliorer, et puis de faire ce que j'appellerais un peu du Toon, parce que Toon ont aussi des petits moyens, mais ils arrivent à aller chercher des joueurs en promotion en Ligue, en Super League, d'aller aussi regarder dans les centres de formation, et ça sera un peu notre devise pour les années qui vont venir. Ici, une autre question? Monsieur? Bonsoir. J'ai entendu parler ce soir de vision, de nouveaux modèles économiques. Est-ce qu'il est envisageable, dans un futur proche peut-être, de voir une sorte de Nations League pour clubs? Donc un regroupement par niveau, c'est-à-dire par exemple des clubs romans qui pourraient jouer contre des clubs français de bas de classement de première division, ou par exemple des clubs suédois. Ça serait un peu comme la Nations League, mais pour les clubs. Merci. Qui veut répondre à cette question, Constantin? Ça peut venir avec une nouvelle formule de la Coupe d'Europe. Hein. C'est pas possible. Tu dois quand même revenir dans des choses comme ça avec la Coupe d'Europe. Mais je vais même te dire que la prochaine planification des Coupes d'Europe, c'est pas 2022. C'est 2023, 21, 24, il y a des choses comme ça qui se discutent. Mais ça ne sera pas au niveau de la championnat comme la Suisse, mais au niveau de la Coupe d'Europe, c'est quelque chose de réaliste. Une autre question? Bonsoir. Bonsoir. Moi, je reviens sur l'histoire des transferts de joueurs. Est-ce que vous ne pourriez pas élargir vos différents carnets d'adresses pour regarder un peu plus ce qui se fait au niveau des autres pays? Donc, je pense plutôt à l'Italie, à la France. Il y a des clubs qui jouent au milieu du classement. Je pense par exemple à Strasbourg qui va bien, mais qui ont des joueurs qui ne jouent presque pas, mais qui auraient la possibilité de bien venir s'affirmer en Suisse et puis rebondir. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée vraiment de travailler avec ces clubs-là? Tu prends l'Italie. L'Italie, pour faire une équipe nationale, ils sont bientôt obligés d'aller chercher des joueurs en série B.
Il n'y a plus un joueur italien en première division. Donc la formation, la rue d'ailleurs, tu ne les as pas vus en Russie cette année. Après, la France, quand tu prends Strasbourg, la France a un potentiel de formation en avance sur tous les autres pays européens. Et le potentiel européen de formation de la France permet d'avoir des bons joueurs. Et la France qui les sauve au niveau championnat, c'est la formation qu'ils font. Par contre, la France qui les tue au niveau performance globale, c'est leur taux d'imposition qui fait que tous les joueurs de l'équipe nationale jouent à l'étranger. Donc le problème que tu soulèves, tu dois bien comprendre qu'en deuxième division allemande, le dernier des clubs touche 10 millions d'euros de droits de télévision. Donc les clubs ont beaucoup plus de moyens que nous. Donc imaginez qu'on va chercher ailleurs, comme tu prends des saisonniers dans les travaux, dans le football, c'est pas possible. Dans le football, tu es obligé de former toi, tes joueurs, si tu veux réussir à être performant. Autrement, les bons joueurs qui sont formés ailleurs viennent pas chez toi. Monsieur Christian Bingoli, j'ai une question. J'ai lu, je ne sais plus où, à la télévision, que si Xamax coulait, que vous restiez. Vous croyez que vous voulez vraiment tenir parole? Ma deuxième, c'est pas une question, c'est plutôt une félicitation que vous avez fait pour Xamax depuis qu'il y a eu la fameuse affaire. Ça, je tiens à vous féliciter, et puis j'ai plusieurs connaissances qui trouvent que vous avez fait un sacré boulot comme président avec votre équipe. Bravo. Ben merci. Alors, une chose que je suis sûr, on en a déjà parlé, s'il arrivait un malheur à la fin de la saison et puis qu'on doit descendre, chose que je ne suis pas encore programmé dans la tête, j'ai parlé avec le comité, j'ai parlé aussi avec les joueurs qu'on souhaite garder. Je vais rester parce qu'il n'y a rien de pire si le capitaine quitte le navire quand il y a le naufrage. Après, s'il y a quelqu'un qui veut ma place, qui a envie de cette place, et puis qui a envie de faire quelque chose de bien, alors je suis aussi le premier à le céder, idem mon fils. On n'est pas non plus accroché si on peut faire avancer ou améliorer le club. Donc c'est pas un honneur, tu veux ça, honneur. Une autre question? Bonsoir. Monsieur Constantin, vous parlez de formation. Et vous avez dit à M. Bingui, c'est 4 millions les moins de 21. La formation chez nous, c'est 4 millions, mais y compris les moins de 16, moins de 18. Global. Ce qui représente la moitié de votre budget. Comme vous avez dit, 8 millions. De Xamax. Est-ce vraiment réalisable? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas un autre modèle, comme les clubs belges ou néerlandais qui ont des conventions avec des clubs étrangers, où ils se font prêter justement des joueurs à potentiel futur, et les bons joueurs suisses vont là-bas de forme officielle et pas officieuse comme certains qui sont en moins de 16 et à Bâle ou ailleurs et qui partent à City et sans que le club formateur bénéficie de quoi que ce soit. Bon, le vrai problème des gamins qui partent jeunes en Suisse, de Suisse à Arsenal, on en a eu plusieurs par exemple, c'est que quand ils sortent pas, c'est des gamins que tu as perdus. Si tu veux être intéressant pour un club et que ton joueur que tu formes joue, il faut le vendre cher. Parce qu'un joueur qui est vendu cher, je vends, je sais pas, 18-20 millions de Cunha à Leipzig, il joue, tu ne vas jamais le dire en disant avec la troisième équipe parce qu'on n'a rien payé, on s'en fout quand tu as sorti. Donc pour réussir à ce qu'un joueur joue à l'étranger, il faut le vendre cher. Après dire, on reçoit les joueurs chez nous et puis on les met en vitrine pour les autres, c'est une stupidité. Le premier, je jouais ici à Neuchâtel, un jour je dis à Gilbert, si on peut prendre un joueur entre eux, il dit Christian, on ne prendra jamais de joueur entre eux. Moi, je ne vais pas mettre en vitrine des joueurs pour les autres. Et depuis qu'il m'a dit ça, quand j'étais joueur ici, je n'ai jamais pris de joueur entre eux, si ce n'est avec un prix d'option qui puisse être quelque chose de réalisable pour nous.
Donc imaginez mettre en vitrine pour les autres, c'est perdre le produit que tu formes. Donc la seule solution que tu as, c'est que la montre que tu fabriques de Chopard, que tu fabriques dans le haut du canton, c'est que tu la vends dans les rues de la Bahnhofstrasse à Zurich. Mais si tu la mets en train, ça ne fait pas un rond. Donc on est obligé d'avoir notre production et valoriser notre production. C'est la seule manière que tu as de faire des bilans de transfert qui sont positifs, étant entendu que les bilans de droit de télévision sont négatifs chez nous. Une autre question, monsieur? Bonsoir. Une question, en fait, vous parlez beaucoup de formation entre vous, genre Sion, Samax et puis Servette, mais vous ne parlez pas du football amateur. Parce qu'un peu la base de tous les footballs au monde entier, le football amateur est super important. C'est là où surtout de grands joueurs apparaissent et finissent dans les grands clubs. Comment vous pensez travailler avec les footballs amateurs? Mais le football amateur, tu parles, c'est un football. À l'époque, tu pouvais trouver des super joueurs qui avaient passé entre les mailles du filet. Aujourd'hui, c'est plus du tout la même chose. Je te parle d'une année, il y avait un garçon qui s'appelait Diego Lator. Diego Lator, il jouait à Buenos Aires. Son père était boucher dans une petite rue à Buenos Aires, et on disait que Diego Lator était le futur Maradona. Je me disais, ben tiens, je vais faire le futur Maradona, machin. Et comment tu vas faire le futur Maradona? À ce moment-là, il y avait un type qui s'appelait Francis Hurtas qui écrivait tous les articles en Amérique du Sud pour France Football. J'appelle Francis parce que c'était des copains avec Norbert Eichmann qui était ici. Je lui dis, va voir le père, essaye de me trouver quelque chose. Aujourd'hui, tu vas sur n'importe quel site, tu peux savoir le lundi ou le mardi qu'est-ce que le gamin a fait dans un championnat croate. Donc, si tu veux, la recherche de ce qu'on était à l'époque, on a fait la recherche de la ruée vers l'or, elle n'existe plus comme ça. Comment je fais, moi, les transferts, quand je fais des transferts de gamins internationaux? Ben, par exemple, je paye le gamin, le type entraîneur de l'équipe nationale du Brésil des moins de 18, et puis je lui dis, il ne vend jamais beaucoup, je lui dis, écoute, donne-moi 2-3 infos sur les mondes qui vont sortir. Il me dit, écoute, Cunha, c'est un gamin que j'ai suivi, il a quelque chose de différent, essaye de le prendre. Aujourd'hui, je travaille un peu l'Uruguay, c'est la même chose, et même ces mondes-là, il ne faut pas croire, ils ont leur manager. Tu prends une histoire tout comme, je prends Cunha, son manager, c'était un évangéliste brésilien, qui expliquait à la mère de Cunha que si le gamin partait, il fallait mettre de l'argent dans l'église évangéliste. Bon, 90% dans sa poche, puis 10% peut-être dans l'église. Mais enfin, tu as toute une cellule derrière qui fait que le monde a changé. Tu ne vas plus trouver un Ribéry, même maintenant, tu ne vas plus trouver un Ribéry qui passe par Metz parce qu'il était perdu ailleurs, ou un Papin que tu récupères en Belgique. Tout le monde change. Donc, le football amateur est fondamental, mais le football amateur, je te dis à quel âge, je prends Eddie Wilson à 6 ans, parce qu'il jouait avec mon garçon Barthélémy à Fluy. Mais je le prends à 6 ans, le football amateur, tu peux aller chercher dans ces hasards, comme disait Raphaël tout à l'heure. Aujourd'hui, ce que tu transfères, c'est des gamins de 19 ans. À 22, 23 ans, c'est déjà des vieux, ça devient comme des mannequins dans le fashion. Donc c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qu'on a connu. Non, ce que je parlais, en fait, c'était au niveau des éducateurs aussi, de travailler aussi avec vous. Alors, je crois que pour le grand public, pour nous, c'est un peu du quotidien, mais je crois que pour le grand public, c'est important de comprendre que le foot dont on parle aujourd'hui en Super League ou Champions League, c'est du foot d'élite. Et en fait, c'est une pyramide. Donc en fait, comme dit Christian, l'amateurisme, il est chez les jeunes. Et ces jeunes grimpent une pyramide qui est structurée aujourd'hui. Autant il y a des choses à reprocher aux instances fédérales du foot, autant il y a des choses qui sont bien. L'ASF travaille beaucoup là-dessus. L'ASF travaille en parallèle sur la formation de formateurs, c'est ce à quoi vous faites allusion, et sur des vraies structures qui permettent d'avoir un taux très 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 bas de gamins qui passent entre les mailles du filet qui ne sont pas détectés. Donc en fait, à travers ces structures mises en place, à travers les différents centres de performance que la SF met en place, c'est le foot amateur, c'est en fait tout le foot, aujourd'hui, tout le foot qui n'est pas élite. Donc c'est tous les joueurs qui sortent de l'élite qui sont dans le foot amateur et comme le dit
justement Christian, on n'est plus aux époques où on pouvait aller chercher le bon coup à gauche, à droite, parce qu'ils jouaient dans la rue. Aujourd'hui, c'est de plus en plus rare, voire impossible. Par contre, si je peux quand même aller un peu dans votre sens, c'est vrai qu'il y a différents modèles. Soit on prend très vite les jeunes dans une filière d'élite, mais avec beaucoup de risques, parce qu'on sait très bien, les gamins de 10 ans, qui peut dire s'ils vont devenir hommes forts ou pas, le développement physique est différent. On perd aussi trop de talent, peut-être, en concentrant trop vite. Et je parlais avec le directeur sportif de Hamburg récemment, ils ont fait une politique différente. Au lieu de les prendre trop tôt dans leur centre, ils vont plutôt travailler avec les entraîneurs des équipes locales, laisser les joueurs faire peut-être des entraînements supplémentaires quelques années de plus pour pouvoir peut-être prendre le joueur un peu plus tard, mais avec plus de certitude d'avoir misé sur le bon cheval, si je me permets cette... En Suisse, ça s'appelle Futeco. Oui et non, c'est-à-dire que Futeco, c'est aussi à cet âge-là, peut-être encore un peu jeune. Moi j'ai vu aussi des cas où des joueurs qui ne sont pas développement physique, qui sont nés en fin d'année par exemple, développement plus tardif, qui ne sont pas pris en Futeco, et donc du coup on va concentrer les bons joueurs trop vite et peut-être aussi négliger un petit peu, créer une filière un peu trop fermée trop vite qui après devient un peu étanche, et donc du coup peut-être quand même avoir la réflexion, oui, peut-être concentrée, mais pas trop, parce qu'après, on peut à cet âge-là aussi, à la Suisse, c'est d'autant plus pénalisant qu'au final, il n'y a pas beaucoup de population, et donc du coup, si on passe à côté de nos talents potentiels, c'est peut-être les conséquences sont plus graves que dans d'autres pays où il y a une masse de population où on peut se permettre de le faire. Mais il n'y a pas de bonne solution, c'est-à-dire c'est un équilibre. Il faut de la filière, mais en même temps il faut garder une base et il faut garder des compétences. Je pense que malgré tout, sur le long terme, si on améliore les compétences dans tous les clubs, y compris les clubs amateurs, on va pouvoir quand même avoir plus de talent au final. Et peut-être qu'au final, on a le foot qu'on mérite aussi, c'est une question de culture. Les Chinois essayent de développer le foot, les Américains, il n'y a pas, par contre, malgré la population, autant de talent. Ça veut dire que quand même, un certain savoir-faire qui s'irradie dans toute la société est quand même des critères décisifs pour réussir à créer des champions. Monsieur ? Oui, alors j'ai cru comprendre qu'effectivement, pour redonner des couleurs au football roman, il faut passer par la formation. Alors vous savez comme moi qu'il existe dans nos régions une structure qu'on appelle sport à études. Qui permet de sélectionner des joueurs jeunes de 11 à 15 ans qui entrent dans une structure professionnelle, donc avec football, par exemple, football et école. Alors, je vais vous donner un chiffre qui m'a été révélé il y a 2 semaines dans un débat au Club 44 à Chaux-de-Fonds par M. Favre, responsable de cette section sport à études dans le canton de Neuchâtel. La section a été créée en 2002, on est en 2019, donc en 17 ans, des centaines, je redis exactement ce que j'ai entendu, des centaines de joueurs ont été sélectionnés, des centaines de footballeurs ont été sélectionnés pour entrer dans cette structure sport à études. Résultat, 2 joueurs sont arrivés à maturité, c'est-à-dire ont atteint l'élite. Il s'agit d'un gardien qui s'appelle Pereira, qui joue à Manchester United, mais qui est en 3e position des gardiens du club. Et il y a une autre femme, qui s'appelle Madame Surdé, mais je ne suis pas tout à fait sûr de son nom, qui joue au Girondins de Bordeaux. Et c'est tout. Donc je pense qu'il y a quand même un problème de formation en Suisse, pas forcément dans le canton de Neuchâtel, mais d'une manière générale. Non, après, tu as le problème d'éducateurs aussi. Parce que le problème formé, ça veut dire éducateurs. Vraiment, les mecs qui éduquent sont formés. Donc c'est un petit peu comme tu as... J'en sais rien, tu vas à l'EPFL, j'ai des mecs qui sont des PFL, qui sont formés par des profs qui voulaient être indépendants mais qui ne réussissaient pas. Avant de pouvoir les utiliser dans le bureau, j'ai 2 ans à leur expliquer que le commerce existe. Donc la formation, l'éducation est un vrai travail, et les formateurs, c'est un vrai boulot à faire des formateurs. C'est un peu comme les arbitres d'ailleurs. Mais je crois qu'il y a aussi un autre problème, c'est aussi l'entourage du jeune. Et là, on le voit, on a quand même, ici à Neuchâtel, nous on a quand même signé à peu près une dizaine de contrats, en pensant qu'on avait aussi des joueurs avec un certain potentiel. Mais il y a des joueurs qui sont fragiles, il y a des joueurs qui supportent mal la pression, il y a des joueurs qui sont régulièrement blessés.
Et puis, il y a aussi souvent les parents, voire les managers, qui croient tous qu'ils ont un messie, puis que ça va se faire comme ça. Et on a aussi passablement de les voir. Et on a quand même vu que les joueurs qui arrivent à percer, ce n'est pas forcément ceux qui sont le plus doués avec leurs pieds, mais qui ont une force de caractère et qui ont une volonté inimaginable. Parce que je vous rappelle qu'un jeune qui est pris, par exemple, chez nous, en première équipe, eh bien, s'il a encore aux études, généralement on reprend au mois de juin, eh bien, ses vacances, il n'est pas sur le terrain, il n'a pratiquement pas de jour de congé, il faut encore arriver à faire les devoirs, et tout ça, c'est un tout. Et je crois que la semaine passée, on avait une séance avec SF qui nous a dit que sur 15 000 footballeurs, généralement, il y en a un, voire deux, qui arrivent en Swiss Football League ou en Super League. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui essayent, mais il n'y a peu qui arrivent. Monsieur, oui. Bonsoir. Quand on regarde à la Challenge League, il y a des équipes comme Rapperswil ou comme Crayons qui ont un pied dans le professionnalisme et un pied dans l'amateurisme. Et je pense que vous conviendrez que ce pas des équipes qui sont très attractives à recevoir. Est-ce que la solution pour la professionnalisation du foot suisse ne passerait pas par une dissolution de la Challenge League et puis une création d'une ligue professionnelle, peut-être sous forme de franchise avec un cahier des charges à respecter, que ce soit en termes de budget, que ce soit en termes de stade, que ce soit en termes de formation également? Pour qui la question? J'aimerais bien vous entendre, M. Constantin, et aussi M. Vincli. Alors là, ce que tu dis, c'est absolument juste. Tu prends la Perseville ou Kriels et autres, ne font pas de formation, font envie de chercher des joueurs pour faire un championnat. Maintenant, dans ce que tu dois retenir, tu peux dire on passe une première division à 14 équipes, pas de problème, ligue fermée. Maintenant, il faut quand même intégrer la formation là-dedans. Et j'imagine quand même, moi, pour te dire, la deuxième division, ça serait bien si par exemple nous, ma deuxième équipe, pour aller comme en Espagne ou ailleurs, ou même aujourd'hui je crois qu'Ajax, Ajax, les Hollandais viennent de faire ça, en mettant l'Ajax Amsterdam par exemple en deuxième division, et tu recommences à avoir un Ajax Amsterdam qui rejoue avec des joueurs produits par eux, ce qui était plus tout à fait le cas il y a quelques années. Donc de repenser une première division, de plus se crisper sur cette Ligue B, donc le challenging d'aujourd'hui, Ligue B d'avant, qui a toujours été un problème, c'est pas faux, mais il faut vraiment trouver où c'est qu'on fait la formation des mondes. Alors je suis aussi à peu près les mêmes avis pour avoir quand même pendant 3 ans fait cette Challenge League. On peut dire que la 3e année, à part que les matchs intéressants quand on était, ou si on avait Zurich, ou si on avait Servette, qu'est-ce que c'est pénible d'aller à Chiasso, c'est ce qu'a dit Christian, il n'y a pas de formation. Moi je serais personnellement pour l'abolir, pour prendre les clubs qui le méritent. On sait que Winterthur, peut-être Schaffhouse, Haro, ce sont des clubs qui pourraient aller en Ligue supérieure. Je mets d'office Lausanne et puis Servette, parce que c'est quand même des villes avec ce qu'on avait le potentiel. Et puis après, il faudrait pouvoir regrouper avec cette promotion en Ligue et puis faire vraiment pratiquement la deuxième équipe des clubs qui sont dans cette plus haute ligue. Mais c'est là qu'il faut aussi du courage un jour de changer. Et le gros problème qu'on a en Suisse, on a la Ligue amateur, on a la Première Ligue, on a la Swiss Football League. Il faut que toutes ces personnes soient d'accord pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Et j'ai l'impression qu'on fait plus souvent du football politique que vraiment du football qu'on pense au bien du joueur. Et c'est ça quelque chose qu'il faut changer. Merci. Ça fait partie des chantiers des 20 ans à venir, ça. Encore une question? Voilà, monsieur, je vous en prie. Oui, bonsoir. Une question, le débat, on aurait pu le tenir à peu près la même chose, j'imagine. On est sur place, vu que les Roms ont aussi la peine à obtenir le titre. On pourrait aussi avoir le même débat par rapport à l'économie ou à la politique. Donc, est-ce que c'est vraiment une fatalité que les Roms soient dominés par les Alémaniques? Réponse non. Bon, c'est vrai que ils sont plus nombreux, et encore, bon, l'Alémanique est pas trop mal au niveau croissance économique, et puis entreprise, tout ça. Mais de nouveau, je pense qu'il y a quand même une autre mentalité, malgré tout. Dans le sport, on le voit très bien, et puis ça
sans doute aussi, au-delà de tout, c'est aussi cette identification aux clubs locaux qui est sans doute plus forte, et puis peut-être une attitude du jeune aussi qui peut être différente et amener finalement ce petit quelque chose, ce petit plus qui au final fait la différence dans le domaine sportif en tout cas. Mais pour répondre à ta question, il faudra voir avec le VAR l'année prochaine quelle sera la période. On prend la fin du championnat prochain et on parle avec le VAR. Je te rappelle quand même, c'est encore l'arbitre qui décide, c'est pas tout à fait le VAR. Hein. Non, mais en fait, ça va déjà t'améliorer. Tu sais, si on a 12 ou 15 points de plus, nous, on se plaît pas. Alors moi non plus, hein, je te promets. Encore une dernière question peut-être? Oui, bonsoir. En fait, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire, M. Constantin. Est-ce que l'arrivée de la VAR en Suisse peut redonner des couleurs au football roman? Personnellement, je te dis oui. Moi, par exemple, Murat Yakin me dit écoute, j'ai entraîné Toul, j'ai entraîné Lucerne, j'ai entraîné Bâle. C'est pas la même chose que ton attention au niveau de l'arbitrage. Voilà. Christian Brunier? Je pense qu'on a aussi eu les mêmes problèmes que Christian a eu ce week-end avec certains arbitres. Et puis, je suis allé au front et puis j'ai demandé à la SF qu'on ait pas cet arbitre pour cette saison. Et puis ils ont dit qu'ils avaient compris parce que chaque fois qu'on l'avait, il y avait des problèmes. Après, je veux aussi quand même dire les choses. Le football va très très vite. Vous êtes au bord du terrain, vous n'avez pas toujours les angles de vue qui sont identiques. Mais moi, ce qui me dérange, des fois, je trouve que le juge de touche, il devrait aussi un petit peu avoir des couilles et puis aussi dire les choses. Parce que si l'arbitre ne voit pas, le juge de touche est souvent très très bien placé et c'est là qu'on s'est amélioré. Mais je constate aussi qu'ils font des cours. Depuis maintenant 6 mois, ils sont dans leur camion du VAR. Et puis j'espère qu'on n'ait pas des surprises qui nous perdent des points parce que les points sont rares. Et pour répondre à Christian, il va apprendre 2 choses cette année. Jamais un président dit qu'il ne doit pas limoger un entraîneur. Il faut faire les choses. Puis deuxième des choses, c'est s'il reste à la hauteur guettée les fins de championnat pour garder l'arbitrage des 2 équipes. Merci messieurs, je crois qu'on va en rester là. Est-ce qu'il y a encore une petite dernière question? Je sais pas, non, oui. Moi, il me semble que Yavkin, top football, top hockey, auteur indépendant. Moi, il me semble que le débat c'est pas mal égaré là, parce que il semble qu'il était placé sous le thème comme donné, de redonner des couleurs au football roman. C'est fréquemment la question, ça se passe également de hockey sur glace, un peu moins quand même, mais on prend le même chemin. On se pose la question pourquoi la Romandie est pareillement déprimée par rapport à défavorisée par rapport à la Suisse alémanique. On oublie, et dans ce débat, dans l'ensemble, on ne parle pas de l'aspect culturel qui est déterminant dans ce pays. Le roman se plaint en permanence, il y a un complexe roman. Et le problème du football roman, c'est la Romandie. Je vous assure. Et c'est la même chose dans le hockey sur glace. Le problème du football roman, c'est aussi le problème de sa presse, qui est absolument nulle. Elle ne prend pas position, elle ne va jamais au fond des choses. Elle se contente de débats qui sont la plupart du temps stériles, affligeants. Je ne veux pas dire que c'est tout à fait... Là, on s'égare un peu du débat aussi, si je me permets. On s'égare un peu aussi du débat, là, sinon... Si je parle de la stérilité d'un débat, c'est que je sais de quoi je parle. Je ne me déplace pas volontiers dans ce genre de choses en principe. Là, je fais une petite exception parce que le CIES semble être un organisme crédible. Là, en l'occurrence, je pense qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais pas vraiment du problème de la Romandie par rapport au pays. Chose qui a été évoquée au tout début du débat. Je vous remercie, monsieur. Je vous remercie tous de votre participation à ce débat. La suite du programme de la NSF